c'est comme une spirale, tout évolue en spirale, hein, toujours. Ouais. Et on a une spirale à un moment donné où arrivent les indigos, et le fait qu'ils soient là, nous on poussait, mais eux ils vont attirer. Ouais, Il y a un truc comme ça qui se passe. Donc ça va même changer ce qui se passe en dessous. Ouais. Ça peut même éventuellement changer les lignes de temps. C'est un de mes sujets un peu spéciaux, ça. Ouais, ça peut faire basculer la fausse ligne de temps où nous sommes. Je compte sur les indigos là-dessus. Ah, ils vont bosser, ouais. Parce que la masse critique, nouveau paradigme du 101e singe, on l'a loupé. On l'avait en 1987, convergence harmonique, on était 500 millions sur la Terre. Et puis après, c'est retombé pour moult raisons. Le New Age avait trop de succès, semble-t-il, pour l'élite. Ah oui. Alors il fallait faire quelque chose. Le meilleur moyen, c'est de sponsoriser ou de l'infiltrer, quoi. Bon. Oui. Alors on a perdu de la masse critique. Alors maintenant, moi je compte sur les indigos parce que eux, comme ils sont quand même plus nombreux que nous, hein, nous on n'a pas le chiffre. Bon, des amis contactés, collègues, dans les années 90 disaient on doit être environ 150 millions les premières vagues. Mais là, les indigos, c'est plus. Hein. C'est plusieurs centaines de millions sur la planète. Alors ça va commencer à donner du chiffre là, un petit peu. Ah, parce qu'au début, je pense Même si on est 7 milliards, ça fait rien. Ça peut faire quelque chose. Oui, c'est vrai. Parce qu'en Rien que leur présence, hein, même s'ils ne sont pas réveillés, tant pis. Même s'ils sont pris dans une matrice, évidemment, ils sont pris dans une matrice pendant un certain temps, mais ça ne va pas les changer. Ça peut pas changer, la matrice ne peut pas changer leur âme, vous ne pouvez pas. Ah oui. Bon, moi j'aime bien prendre l'exemple de Michael Jackson, par exemple. Ah oui. Hein, on a vu le formater, on a vu l'objet, puis à la fin il a dit, Oui, il a fait ça. il a dit, shift. Ouais. Il a tout dévoilé. Évidemment, il a été récompensé, mais Oui. on ne peut pas donc. Quelqu'un qui est vraiment, d'ailleurs, on ne peut pas l'obliger à devenir un terrien. C'est Non, impossible. c'est impossible parce que de toute façon, Ça ne marchera pas. par sa création, Ouais. il le fera quand même. Exactement. Moi, je suis parti au Canada, j'ai tout laissé, après à Paris, en 90, je suis reparti et j'ai créé. Ah, ouais. Et en fin de compte, c'est le seul cause pour exprimer et dire les choses parce que comme ça, c'est l'art qui passe devant nous et nous on est cachés. On est protégés. Et puis aussi, cette création que les indigos vont faire, ils la font à partir de rien du tout, de zéro. Nous, on a été obligés de monter dans les trains qui existaient, hein, et puis de suivre les trajets des trains, etc. Ouais. Et d'essayer de pousser là-dedans, même en allant dans des émissions de radio, de télévision, etc. En essayant vraiment au bulldozer. Oui, Donc quelque chose qui était déjà créé, qui existait déjà. Les indigos, ils créent à partir de rien. C'est le gros espoir qu'il y a maintenant. C'est la grosse différence. mais ils ne sont pas tout seuls, il y a des gens qui soutiennent là. Oui, il y a quand même de plus en plus de gens qui Ils sont là, qui avaient préparé le qui terrain. commencent à comprendre ce que Bridget Nielsen a expliqué au Congrès. Elle a expliqué il va y avoir un changement chez les adultes qui vont finir par comprendre qu'il y a des êtres différents qui sont là. C'est la niveau. Alors qu'avant, ils ne voulaient même pas réfléchir. Ils disaient oui, on a des enfants surdoués. Bon, ils sont surdoués. Mais il y a autre chose maintenant qui se passe. Quoi. Ça, c'est bien. Ok. D'autres commentaires sur le film de Géronime? Son témoignage est un témoignage d'amour, de lumière, de foi. Elle a dit tout le temps la même chose. Et on ne peut pas douter une seconde de sa provenance. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas en douter. Ben oui, voilà. C'est évident. Évident. C'est évident. Donc, Elle parle de sa mémoire et c'est vrai que quand on est connecté, tous les rêves sont mémorisés. Moi je le fais depuis tout petit, c'est mémorisé, c'est un disque dur mais infini, et je peux y retourner. C'est facile. Et c'est la première fois que j'entends une petite qui raconte ça, donc c'est possible. On enregistre tout. Oui, là c'est pareil, la mémoire, les vraies mémoires, on ne peut pas les effacer. Non. Hein, on ne peut pas faire du total recall. Non. Ça ne marche pas parce que de toute façon, à la fin, la vraie mémoire revient quand même. Elle est là. Hein? C'est infini, c'est un stock qu'on peut placer où on veut. Oui, c'est ça. Bon, ben, on va passer à autre chose. J'ai préparé une petite présentation, peut-être, pour aider aux questions-réponses que vous aurez pour moi. Il y a 2-3 petites choses que je voudrais passer. On essaie de passer la USB. Autrement, et après, vous me poserez des questions-réponses.
Bon, pendant qu'on a un tout petit trou, on m'a demandé, hein, c'est toujours pareil là-haut, parce que je suis resté en sommeil pendant un moment, parce que j'ai été déporté des États-Unis par un gouvernement américain qu'on va appeler nazi-Gestapo. Quel que soit les dirigeants, c'est en fonctionnement, comme ça. Bah, tu le sais, hein, si tu es au Québec, tu dois connaître ce qui se passe à côté. On les aime pas. Bon, quelque chose ne va pas. Donc je suis resté en sommeil pendant un moment et maintenant on m'a dit, allez hop, il faut retourner là. Il faut retourner au boulot. Donc je cherche des endroits pour faire des conférences, si possible, dans des villes, quoi. Alors si quelqu'un a une connexion, Montpellier, Toulouse, même Paris, hein, moi, il y a un TGV, hein, n'importe où, une grande ville, quoi. Hein. Mais le problème, c'est que comme j'ai été en sommeil pendant pas mal de temps, parce qu'on avait un problème de répression contre les contactés et les groupes spirituels, on a perdu notre base de lecteurs et tout ça, de gens qui nous suivaient. Alors on est un certain nombre, mais on n'a plus avoir de base, donc on a besoin de groupes, d'associations qui ont, eux, la base. La base aujourd'hui, c'est les adresses e-mail, hein, c'est tout simple. Hein. On envoie sur Internet. Si on a 500, 1000 ou 2000 personnes branchées sur Internet, on envoie un message, pouf, ça passe, quoi. Le problème, c'est que j'ai quasiment plus rien, moi, maintenant. J'ai vécu 10 ans, 12 ans aux États-Unis. Donc j'ai besoin de gens qui ont une base de fichiers, quoi. Pour faire passer l'info, si je viens pour une conférence. Bon, vous m'en reparlerez après, de toute façon. Hein. Je vous donnerai mes papiers, etc. Alors, on fait une petite présentation, là. 2-3 trucs que j'ai mis, hein, que je voyais importants. Parce qu'on ne comprend pas toujours l'histoire des ovnis UFO extraterrestres. C'est encore pas totalement évident aujourd'hui. Surtout que la moitié des ovnis UFO qu'on voit dans le monde et qu'on nous balance sur Internet ne sont même pas extraterrestres. Et il y a une autre partie qui ne sont pas les bons. Alors il faut savoir. Donc ça, par exemple, c'est la base extraterrestre de Norvège. Donc j'ai ramené des cristaux avec des caméras de scientifiques qui enregistrent ça et qui ont enregistré beaucoup de choses. Ça, c'est des preuves scientifiques sans aucun problème. Ils travaillent avec les universités, avec les militaires, etc. Alors, encore une fois, l'endroit, Esdalen, mais c'est énorme. Hein. C'est une base qui fait 200 km de long, hein, 50 km de large. Par exemple, on a un vaisseau assez grand, là, un peu comme celui que j'ai pris dans les Pyrénées. Soit c'est ce qu'on appelle un vaisseau mère, cigare, soit il peut être aussi ovoïde, on ne sait pas trop. Je suis en contact avec les gens de ce groupe-là, UFO Norgay, qui sont des scientifiques et qui travaillent avec les autorités, l'université de Bergen, les militaires, ils parlent à la télé, c'est reconnu officiellement dans ces pays-là. La Suède, c'est la même chose. Il y a des contacts physiques au sol qui continuent encore aujourd'hui. C'est extraordinaire ce qui se passe dans les pays nordiques, quoi. Ça reste assez pur, pour moult raisons, principalement les fréquences dimensionnelles. J'ai pris ce vaisseau moi-même, hein, c'est un vaisseau de patrouille. Au cours d'une expérience avec un groupe, on l'a vu, un vaisseau qui descendait, et puis on a fait une demande télépathique et on a eu ça, quoi. Il s'est arrêté, il nous a fait ça. Bon, la musique, c'est pas grave, on a diminué un peu. Alors, ben voilà, les vaisseaux interdimensionnels de 5e dimension, 6e dimension, de la flotte de la Confédération Galactique de Lumière. Ici, on a des photos d'Adamski, principalement. Alors moi, je suis un pro-Adamski, je ne suis pas d'accord avec les ufologues qui démolissent Adamski, avec les gens qui sur Internet veulent démolir toute cette affaire des contactés physiques avec les phares de l'espace. C'est probablement un essai de l'ombre, mais est-ce que ça marche? Je ne suis pas sûr. De toute façon, c'est une question de fréquence. Soit on capte quelque chose des récits des contactés, comme Adamski, Menger, Siragusa, et si on ne capte pas, ben c'est que c'est pas dans la fréquence où on devrait être. C'est pas un gros problème. Alors la flotte d'Ashtar, on parle de millions et des millions dizaines de millions de vaisseaux, et au niveau des équipages, ça se multiplie encore plus, quoi. Si sur la Terre, on a maintenant peut-être 150 millions
Starseed de la première heure plus tous les indigos, on rajoute plusieurs zéros pour avoir ceux qui sont dans l'espace autour de la Terre et dans le système solaire. Alors ça, c'est les fameuses soucoupes Adamski qui ont été vues par d'autres. Ça, c'est celle prise par Howard Menger, que j'ai connu personnellement, hein, qui a contacté avec toujours les phares de l'espace, etc. Bon, sur Internet, il y a des gens qui ont trouvé malin d'assimiler ces vaisseaux avec les soucoupes volantes des nazis, mais c'est complètement idiot. Il n'y a aucune preuve de dessin des nazis avec ce genre de vaisseau. Non, pas du tout. Là, je ne suis pas d'accord du tout qu'on fasse ce mélange, qui se fait encore aujourd'hui hein, dans certaines conférences. Bon, voilà, ce sont tous les vaisseaux de la flotte qu'on peut apercevoir encore aujourd'hui. Hein, d'ailleurs, il y a des photos qui sont prises aujourd'hui de ce genre de vaisseaux qui sont exactement les mêmes de l'époque Adamski, Menger, qui étaient les années 50, hein, 60. Évidemment, à l'époque, on pouvait les voir un peu plus, et puis il y avait également moins de vaisseaux du programme spatial secret. Vous me poserez la question de les questions et réponses. Donc on avait beaucoup plus de chances dans les années 50-60 de filmer des vaisseaux qui étaient vraiment de la flotte d'Ashtar, de la Confédération des planètes bénévoles, etc. Maintenant, ça devient un peu plus difficile. Il faut reconnaître qu'il faut faire le tri quand on voit des informations sur les ovnis aujourd'hui. Il faut vraiment ressentir autrement pour savoir ce que c'est exactement, quoi. C'est peut-être fait exprès, hein, cette confusion, on le verra bien. Mais de l'autre côté, elle doit être faite probablement, de façon à ce que les gens qui sont vraiment branchés sur la fréquence comprennent. Bon, ça, ce sont les contactés physiques des années 60. Hein. Voilà. Bon, quand vous cherchez Adamski, surtout, vous trouvez des informations. Bon, je crois qu'on a fait toutes les vidéos, là. Oui, allez, on va faire les images. On va être un peu dans le désordre. Une photo que j'ai prise ce mois-ci, au mois d'octobre, devant une base extraterrestre qui se trouve dans les Pyrénées, et d'où venait le vaisseau de la taille du porte-avions Charles de Gaulle. Et donc les vaisseaux peuvent rentrer dans des montagnes comme ça, en écartant les atomes, où il y a quelque chose de multidimensionnel qui se passe, et probablement l'endroit où j'ai pris cet être en photo, il y a aussi une porte dimensionnelle, probablement. Je pense, d'après ce que j'ai reçu, que j'ai demandé, que c'est une sorte de l'espace qui est capitaine du vaisseau Janus, un des vaisseaux avec qui je suis en contact. Constantin, next. On peut plus. Ah ben, elle a du succès alors celle-là. Ah, pour aller à la suivante. Attends, ça. Ah, c'est bien. C'est un phare de l'espace qui s'appelle Corton, et pour ceux qui veulent envoyer des communications à la flotte intergalactique, il faut passer par Corton, qui dirige une base qui se trouve sur Mars, et ensuite lui il dispatche, hein, il y a des dizaines de milliers de messages télépathiques à la seconde, hein. Et ensuite ceux à qui c'est destiné, ceux qui décident. C'est pas nous qui recevons, hein, c'est qui décident, c'est eux qui décident à qui ils vont envoyer et quand ils vont envoyer une idée télépathique, quoi. Next. Donc vous vous rappelez Corton. Se déplace dans un vaisseau de lumière. Alors ça, c'est une recréation ordinateur d'un vaisseau sphérique qui a été pris en Belgique, ceux qui font 50 mètres de diamètre. C'est pour nous donner une idée de la taille, hein, avec un avion. Next. Il n'y a pas eu de photo de prise pendant ce contact. Hein. On le retrouve, ce contact en Belgique, quelque part. Hein. Alors, voilà comment la personne l'a vu. Elle a vu 3 sphères comme ça. Et il y a toujours une espèce de bordure ici, qu'on voit également sur mes photos qui ont été étudiées au Centre d'études spatiales de Toulouse,
il y a une bordure sur le côté. Et ce sont des sphères. Alors, là, c'est un portrait qui a été fait par Amasya, une contactée, d'Orton, quand il a donné des enseignements à Brup au Danemark. Bon, c'est la façon dont il apparaissait aux gens de là-bas, parce qu'ils avaient une base, un background un peu chrétien, catholique. Mais cet être qui s'appelait Yeshua dans le temps, hein, et que les Américains ont maintenant appelé Sananda, tout le monde connaît Sananda, c'est mis à la mode par les Américains, il y a d'autres noms. Hein, et il supervise vraiment la flotte interdimensionnelle. Une photo en Australie d'une soucoupe Adamski qui a été prise avant même qu'Adamski commence à révéler ses contacts. Un vaisseau pris pendant la guerre de sécession en Amérique, c'est l'armée de l'Union, avec un beau vaisseau là. Donc avant même que le programme spatial secret n'existe, et avant même que les Gris fassent des deals avec les gens de la Terre, donc la flotte était là et surveillait tout ce qui se passait partout. C'est une des premières photographies d'OVNI, ça. Hein. 1863, je crois, rapport à Enoch. Excusez-moi, Deux photos précédentes, vous voulez revenir en arrière? Oui. Bon, essayons. On essaie de revenir en arrière, Constantin. J'essaie. Sur un vaisseau ou sur un être? Avec Orton, Sananda? Non, avec un vaisseau et il me semble que Les moutons Sananda juste à côté. La photo des moutons? Juste celle d'avant. Celle d'avant? Photo aussi, hein. D'accord, on va revenir en arrière. C'est joli comme tout. Avant celle-là? Celle-là, oui. C'est celle-là dont vous parlez? Oui, c'est celle-là dont on parle. C'est vrai que là, c'est un petit peu moins... Ah oui, on a l'impression qu'il y a un être qui est dessus. Oui, oh, bah, ça arrive souvent. Oui, ça arrive souvent. Ben, disons que quand on monte dans une autre fréquence, on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Il y a des objets qui vont former une image. Mais ça n'a rien à voir avec la matière elle-même, c'est autre chose. Sur la droite, c'est le vieux. De toute façon, c'est assez courant qu'en même temps que des photos d'OVNI, on ait des sortes d'apparitions qui viennent sur les photos. Hein. Bon, un des premiers contacts avec Ashtar, c'est George Van Tassel, dans les années 50, en Californie. Vous pouvez retrouver ici George Van Tassel sur Internet. Internet, c'est un des premiers vrais contacts avec Ashtar. Ensuite, il y a eu beaucoup de groupes qui se sont mis par-dessus, mais ça, c'est des vrais contacts originaux. Voilà, l'être que j'ai photographié au début du mois, je pense que c'est elle, Benajua, qui... Pardon-moi, peux-tu répéter encore Corton? Qui est Corton? Corton, c'est le chef des communications de la flotte intergalactique. Et il a une base souterraine sur Mars qui n'a rien à voir avec le programme spatial américain. Hein. Et lui, il s'occupe des communications télépathiques pour son boulot. Il sert d'intermédiaire. C'est le central téléphonique, si on veut. Voilà. La station COR, KOR, et Corton, c'est le central téléphonique pour toutes les communications télépathiques. Alors, Woodok, c'est un autre commandant de vaisseau avec qui je suis en contact. Alors, Crystal Bell, c'est le vaisseau qui a contacté Eugenio Siragusa en Italie. Alors, les vaisseaux type Adamski existent encore aujourd'hui, on les retrouve dans différents pays. On les retrouve en Norvège, il y a eu une vague à Bergen en Norvège, où les gens, comme c'est une ville qui est au bord de la mer avec des montagnes, les gens ont des balcons, et les soucoupes venaient jusque devant les balcons. Il n'y a pas longtemps, au début de 2000. Hein. Là, c'est dans le Pas-de-Calais, un vaisseau Adamski typique, c'est dans le Pas-de-Calais, en France. Donc, les mêmes vaisseaux existent encore, ils sont là, et c'est bien des vaisseaux des frères de l'espace. Là, ici, on a Oscar Magossi, qui est le plus connu des contactés canadiens. C'est en Ontario.
Oscar McGossie. J'aurais dû le mettre sur la photo, je suis désolé de ne pas l'avoir fait. J'ai son livre en anglais, c'est très intéressant. Alors dans les congrès, on a par exemple cosmonaute Marina Popovich, russe, on a Virgil Armstrong, qui est de la CIA, qui était intelligent officier à Roswell, et qui a vu les grilles et qui a été contacté par Astor. Alors, la planète Vénus, c'est un nom générique qui se trouve dans toutes les dimensions, même dans toutes les galaxies, etc. C'est pas la planète Vénus que l'on connaît ici, c'est pas la même. C'est à une dimension supérieure. C'est 3 mètres de haut, là. Alors, dans le temps, on nous parlait de l'évacuation de la planète. Pour ceux qui se rappellent, les livres de Tuela, les livres de Tuyeta, qui étaient publiés par Louis Courteau, ou Courteau, Québec. Courteau, hein, au lac Saint-Louis. Bon, on expliquait l'évacuation de la planète qui pouvait avoir lieu en 5 minutes par la flotte intergalactique. Bon, ce plan existe toujours, mais on espère avoir d'autres plans où ça se passera un peu plus simplement, on ne sait pas encore. Mais ça reste toujours d'actualité, puisque moi j'ai pris cette photo d'un vaisseau d'évacuation, c'est toujours là. Ça c'est un vaisseau que j'ai pris au mois de juillet, c'est les vaisseaux sphériques. Si on le voit un peu sur le côté, il a des barres comme ça, vous voyez. Il a des cercles concentriques comme les boules de pétanque. Là c'est en infrarouge. Hein. Parfois je suis obligé de prendre un filtre infrarouge quand même pour avoir des photos. Mais parfois il décide de venir comme ça. Les vaisseaux d'évacuation autour de la Terre, certains feraient 4000 km de long. 4000 km de long, ça va d'ici à Moscou, quoi. Peut-être même plus. À peu près. Alors là, ça peut évacuer du monde en même temps. Alors, les photographies de travers l'espace, très très difficiles. Ici, nous avons Howard Menger et sa femme, Marla, qui ont pris une photo, qui voulaient avoir une sorte de l'espace dessus. On a une aura lumineuse. Parce que très souvent, on ne peut pas les prendre en photo. Ou alors, ils ne veulent pas qu'on apparaisse sur la photo. Hein? À l'époque, ils ne voulaient pas, parce qu'ils se mélangeaient à la population. Alors, les rares photos de frères de l'espace qui sont venus se mélanger à la population, prises dans des conférences par Howard Menger et autres. Ici, on a le commandant Val Thor, comme le film qui sort, comme c'est dit aussi, qui sort au cinéma, Thor. Val Thor, et ici on a deuxième officier Gilles et premier officier Don, qui s'habillaient donc avec des vêtements qui se mélangeaient à la population américaine. Voilà. Si vous voulez voir des vraies photos d'extraterrestres, bon voilà. Donc les voilà encore, hein. Val, Gilles et Don, de Vénusiens, Vénus, qui avait atterri près de Washington et qui ont fait des contacts avec le gouvernement. Enfin, il y a toute une histoire. Vous retrouvez ça sur Internet en cherchant Val, V-A-L, Thor, comme Thor, comme le dieu viking. Ça, c'est les rares fois où on peut en photographier sur Terre. C'était leur apparence... Ah, mais là, c'est les années 60, attention, hein. 50 maintenant. Ben, voilà, vous avez la date, là. 59. Il y a encore des pays où ils se mélangent à la population. Suède, Norvège, je garantis, là, c'est sûr et certain, que je connais les contactés. Mais c'était assez courant dans les années 60, hein, qu'ils se mélangent comme ça à la population. Donc, dans certains cas, là, ils étaient venus à une conférence de Warmenger. Il apparaît encore maintenant? Hein? Il se manifeste encore maintenant? Le commandant Thor? Non, ils sont repartis dans l'espace. Hein. Ils sont dans la flotte intergalactique et ils ne sont plus au milieu de la population. Parce qu'ils sont venus faire une mission. Bon, ben voilà. Alors, il y avait aussi un contact important. Je veux savoir s'ils ont pris l'âge, si par exemple ils ont... Ah non, ils ne vieillissent pas. Non. Des gens ont rencontré Val Thor. Sur plusieurs périodes, ils ne vieillissent pas d'un pouce. Hein. Ils gardent la même apparence pendant des centaines d'années. Hein. Une autre photo. Un professeur au Mexique qui était un des grands professeurs en énergie atomique avait un contact avec une extraterrestre
de la constellation d'Andromède, qui s'appelle l'IA. Et à un moment donné, dans une vidéo au Mexique, il a dit, mais je vais te prendre en photo. Il dit, tu peux me prendre en photo, mais on ne verra rien sur la photo, en raison de... J'ai d'abord un espèce de bouclier protecteur, et avec la fréquence, tu ne verras rien. Ta photo, voilà, voilà ce que ça a donné, la photo. Elle était là, elle allait monter dans la voiture. Voilà un portrait donc de l'IA, qui fait 1,90 m, contact du professeur, d'un professeur mexicain, Hernandez, mais c'était pas son vrai nom. Et ce professeur a disparu par la suite. Hein. On pense qu'il est parti avec l'IA dans la flotte galactique. L'IA est une des rares extraterrestres qui a expliqué que son vaisseau faisait le travail de nettoyer la pollution radioactive dans l'atmosphère de la Terre. Elle l'a emmené le professeur une fois, il dit voilà, je vais te montrer comment on fait. Et il a montré, ils ont des espèces d'aspirateurs qui aspirent la radioactivité. J'espère qu'il continue depuis le Fukushima. Bon, ça c'est un portrait qui a été fait lors d'un contact en Arizona, je crois. Ça donne un peu l'idée, bien qu'au niveau de la tête ce ne soit pas très réussi, l'apparence physique des frères et sœurs de l'espace, hein, qui ont des corps parfaits, etc. Ils ne ressemblent pas du tout à des sadhus de l'Inde. Hein, c'est un peu l'apparence qu'ils auraient. Hein. Ils ont des corps parfaits, en parfait état. Voilà, d'autres photos. Bon, en fait, les photos qui ont été prises dans le passé ont plus de crédit que les photos prises aujourd'hui, à cause du programme spatial. Contact à Siragusa sur le vaisseau Etna, avec Wudok, avec qui je suis en contact, et Link, je crois. Et ils avaient été obligés de mettre une espèce de... pas un scaphandre, mais quelque chose sur la tête pour respirer, sur le volcan Etna. Donc c'est un contexte physique. Hein. Vous trouvez aussi Siragusa sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Un autre vaisseau Adamski pris 20 ans après Adamski, ou 30 ans. Bon, pour donner l'apparence, hein, ça c'est un frère de l'espace, ce n'est pas une sœur. Pourquoi? Parce qu'ils sont 49% féminins et 51% masculins, comme aux élections. Quoi. Enfin non, c'était avant. C'était avant. Et inversement, quand c'est des femmes. Pardon? Et inversement, quand c'est des femmes. Eh bien, inversement, une femme aura 51 de féminin et 49% de masculin. Voilà. Ou alors, ils peuvent apparaître comme ça, et on les confond avec des anges. Hein, ça, c'est une apparition avec Ashtar, Starus et Alar, et ça, c'est deux sœurs de l'espace. On peut les voir comme ça, mais c'est une question de perception. Hein, ils n'ont pas forcément des robes blanches, etc. Yuminali d'Alpha du Centaure, qui fait partie de la sororité, c'est une fraternité de femmes dans l'univers, qui font les apparitions qu'on appelle mariales. J'ai fait des vidéos récemment, hein, je les mettrai sur ma chaîne YouTube, Golden Starseed Report, je vous donnerai les papiers pour que vous y alliez après. Alors des contacts là, par exemple en Norvège, où il y en a eu beaucoup, là aussi avec quelque chose qui protège la tête, pardon. Mais ce sont ce qu'on appelle les Nordiques, hein. Ce sont des gens qui ressemblent aux Vénusiens d'Adamski, ce sont quasiment les mêmes. Et ils ont également cette espèce de ceinture qui peut servir à beaucoup de choses. À calmer la personne en face, téléportation, de très nombreuses choses. Par exemple, on peut voir également des vaisseaux, et on voit au travers. Bon là, c'est pas une photo, hein, c'est une reproduction, mais le contacté norvégien voyait les arbres au travers de ce vaisseau. Tout simplement parce que comme c'est un vaisseau 5e dimension ou 6e, eh bien, et que les atomes sont écartés, on peut voir au travers. Voilà, ça donne un peu une bonne idée, je trouve. Bon, voilà Ashtar, donc, le chef de la flotte. Alors, moi, je dis de faire attention à tout ce qu'on voit sur Ashtar sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exactes, ou je ne sais pas pourquoi. Il faut beaucoup de discernement avec tout ce qu'on peut dire. Alors, Atiya,
celle qui a été Marie sur la Terre, qui est donc la chef de cette fraternité des Vierges cosmiques. J'expliquerai dans ma chaîne YouTube un peu tout les apparitions dites mariales, Fatima, Lourdes, et puis là où on était au congrès à Montserrat. Ça, c'est ma capitaine de vaisseau, où j'étais avant, hein, parce que dans des vies antérieures, on a été aussi dans des vaisseaux. Donc on a été entraîné à la mission qu'on fait actuellement sur la Terre. Bon, par exemple, c'est un archange, mais il n'a pas d'aile. Et en même temps, il est le gouverneur spirituel de toute la zone de Saturne, qui s'appelle Cassiel. Donc les anges et les archanges n'ont pas d'aile, mais ils fonctionnent différemment que les frères de l'espace. C'est une branche différente, mais ils travaillent ensemble. Dans les nouvelles flottes qui sont arrivées, nous avons maintenant ceci, qui a été fait d'après une photo. J'ai pas mis la photo. Hein. Lors d'un contact en Californie, et on a demandé à une artiste, quelqu'un, voilà, il faudrait faire la peinture de l'être que j'ai vu, avec qui je suis en contact. Donc ça c'est le résultat. Il y a eu plusieurs contacts comme ça. Ce sont les... comment on va l'appeler? On va l'appeler les félinés ou les félinides. Donnez-moi un mot là, allez, aidez-moi parce que moi j'ai vécu 12 ans en Amérique, il faut mettre en français. Une civilisation de chats qui existe dans l'univers, qui ont des corps humanoïdes mais têtes de chat. Comment vous les appelez? Félinidés. Félinoïdes. Ouais, félinoïdes ou félinidés. Hein? Oui, si, bien sûr. Alors, il n'y a pas longtemps, vous allez le trouver sur YouTube en cherchant Contact OVNI Aéroflotte Russie. Voilà, en cherchant Aéroflotte. Il faut surtout mettre le nom de la compagnie russe, Aéroflotte. Contact OVNI Aéroflotte. Alors, vous allez trouver... on va rester sur celle-là pendant que j'explique celle d'avant. Vous allez trouver un témoignage d'une tour de contrôle, d'une tour de contrôle en Russie avec un avion de l'aéroflotte. La tour de contrôle voit l'objet, un ovni arriver près d'un vaisseau, près d'un avion de l'aéroflotte. Ils disent à l'aéroflot, au pilote, mais il y a un ovni qui s'approche de vous. Ben oui, on le voit bien, il est là l'ovni. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la tour de contrôle, je crois que c'est la tour de contrôle, mais vous trouvez le récit sur Internet. La tour de contrôle dit, on reçoit la communication, parce que l'ovni essaie de vous parler à vous. C'est en russe. Je ne sais plus si c'est le pilote ou le gars de la tour de contrôle. Mais un des deux dit, oui, bien sûr que le pilote de l'OVNI est en train de nous parler, mais comme dans sa communication, il y a tout le temps des maouaou, maouaou, miaou, 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 qu'on comprend rien du tout à ce qu'elle dit. C'est une voix féminine, mais elle fait tout le temps miaou, 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 miaou. Un vrai contact en Russie, avion de l'aéroflotte, de la tour de contrôle, hein. Et pas récent. Il y en a beaucoup comme ça, je ne sais pas. Oui, à l'époque. Mais de toute façon, ce sont des nouvelles flottes qui sont arrivées. Ce sont des renforts qui arrivent, si vous voulez, pour la planète Terre. Donc il y a des flottes de félinidés. Félinidés? C'est qu'on a félinoïdes qui sont arrivés. Et puis des êtres aussi qui vont s'y mettre de haut, qu'on voit après. Là, sur la photo d'après. Il y a une vidéo sur YouTube qui explique les races de chats. Alors là, c'est un Français qui habite en Australie, qui a eu des contacts avec aussi ce genre de sphère et avec des êtres qui font 6 mètres de haut. C'est la dame derrière? Oui, qui a 6 mètres de haut. Et se contacter, est-ce qu'il y a son nom quelque part? Non, il n'y a pas de son nom. Ah, ils ont donné, dans ce contact, tout a été dit, la planète, etc., mais jamais un livre n'a été écrit en France. C'est un Français qui vit en Australie. Alors on retrouve des trucs en anglais sur Internet. Et il a dit, ces êtres-là aiment bien s'habiller avec des habits celtiques. Voilà, comme dans tous les films celtiques.
Voilà, ils aiment ça, comme ça. Bon, j'ai eu un contact avec ces êtres-là. Là, il y a beaucoup de flottes de ces êtres-là qui sont arrivés avec de nouvelles technologies pour la mission de la Terre, quoi. Allez, on continue. Là-bas, il passe par là, 6 mètres. C'est presque ça, hein, c'est encore pas ça. Ah, la tête va passer. Bon, ça, c'est tiré d'un film de Georges Adamski. On voit bien la soucoupe, etc. Et Georges Adamski, qui était donc un contacté physique, hein, on lui a dit, tu vas prendre un film. À l'époque, c'était du 8 mm. Tu vas prendre un film. Alors, comme je vous l'ai dit, il venait au milieu de la population. Il venait comme ça, le voir en voiture, etc. Donc, un beau jour, à la porte, frappe un frère de l'espace. Bon, ben, Georges, on va te donner la possibilité de faire un film, de filmer. Alors, tu prépares ta caméra. Demain, à 4h de l'après-midi, on va arriver de cette direction. Tu prépares ta caméra. Donc, le vaisseau vénusien de patrouille qui fait 30 mètres de diamètre, vous vous rappelez, hein, dans le grand vaisseau que j'ai pris en photo dans les Pyrénées, il y a un trou où les vaisseaux de 30 mètres peuvent aller dedans. Donc, ça, c'est le typique des vaisseaux de patrouille, où il y a un équipage de 4-5, ça reste de l'espace mélangé. Et donc, à l'heure dite, le vaisseau est venu. Georges Adamski a pris donc, au moins un quart d'heure, 20 minutes de film. Alors, à l'époque, c'était sur une caméra 8 mm, avec les fameux films Eastman Color, Eastman Kodak Company. Alors, il s'est dit, là, c'est important, on va me le piquer, ça. Donc, il a pris un avion, il est allé au siège de Kodak dans le New Jersey. Le siège de Kodak, c'était dans les années 60, là. Oui, presque 60. Et il a demandé à voir un des grands chefs. Il dit, voilà un film important, c'est un film d'OVNI, enfin d'UFO. Il faut me le développer, il faut me le redonner. J'attends ici, je ne veux pas passer par un intermédiaire, c'est vous, Kodak, maison mère, qui allez me le développer. Oui, monsieur, qui va promets ça. Alors il a pris un motel. Puis le lendemain, 2 jours après, coup de téléphone, venez chercher votre film, etc. Il arrive pour chercher le film, on lui amène donc le film, vous vous rappelez dans le temps, hein, des films comme ça. Et on dit, monsieur Adamski, il faut qu'on vous dise quand même, il y a eu un petit accident, il y a une de nos machines qui a mal fonctionné, et qui a détruit presque tout le film, il ne reste plus que 15 secondes. Voilà. Alors qu'il n'y est resté que 15 secondes de film. Au moins, il y en avait un quart d'heure. Une petite anecdote comme ça. Ouais. Ça arrive. Mais je crois qu'après, il n'y a presque plus. Bon, Athéna, de la Grèce, hein, c'est donc une personnalité importante dans la flotte. Il y a même le vaisseau mère qui s'appelle l'Athéna. Oui, c'est un grand vaisseau mère de là. Non, c'est la chouette. Bon, quelque chose d'extraordinaire, je ne sais pas pourquoi. Je sens de vous le dire maintenant. Cette année, oui, je suis allé pour la 2e fois aux fêtes médiévales d'Issel, côté de Castelnaudary. Et là, il y a un fauconnier qui montre ces animaux. Et qui a un branché incroyable, ce corps. Il a d'ailleurs toujours 1000 personnes autour de lui. Il a un micro, puis il explique qu'il y a tous les oiseaux, il a les grands-ducs, etc. Et à un moment donné, il explique, après les faucons, les aigles, hein, il fait travailler donc un grand-duc. Et à un moment donné, il a dit, c'est extraordinaire de dire ça dans une fête médiévale où les gens ne sont pas branchés, il a dit, il y a quelque chose que vous devez comprendre dans la fauconnerie, ça a toujours été un art spécial, parce que les nocturnes sont télépathes. Avec nous, les humains. Oui. Tous les hiboux, chouettes, grands-ducs, etc. peuvent être télépathes avec nous. C'est très facile. Donc un fauconnier qui travaille avec ces animaux-là, il dit, moi je les fais travailler par télépathie, mes nocturnes. Les autres, non. Il faut que ce soit visuel. Mais les nocturnes, je renvoie une injonction télépathique, et voilà. Donc il y a quelque chose au niveau des chouettes, etc. C'est pas pour rien que Athéna l'avait prise comme symbole. C'est quelque chose que je viens d'apprendre cette année. Moi, je ne savais pas.
bien qu'aujourd'hui, la plupart des animaux sont télépathes. Les animaux sauvages que vous rencontrez, il y a une connexion. Un contact en Norvège avec une enveloppe de protection là autour du vaisseau, contact physique, etc. Bon, voilà, je crois que c'est presque fini, on va finir. Voilà, contact en Suède, Stenlingren, que je connais, un contacté, toujours avec le même vaisseau Adamski. Et là, il est en contact avec la capitaine de l'escadre qui s'occupe de la Suède, qui s'appelle Béa. Et encore maintenant, Béa vient physiquement se mélanger à la population. Elle vient me voir à Stockholm, elle arrive, il y a rendez-vous dans tel café, on discute, etc. Et elle dit, bon ben, tu vas faire une émission de télévision avec un hôtel, et puis on va faire un live, c'est-à-dire que tu vas avoir une émission à la télévision suédoise, le soir, grande écoute, à 8h, 9h, et la télévision va dire, tous les Suédois qui voient des UFO, vous allez nous téléphoner en live, hein, puis on va suivre leur progression, etc. Et tout était synchronisé avec ce contacté, et donc Béa, qui était la chef de l'escadre de la Confédération, pour que à la télévision, on ait live, quoi. On ait les ovnis en live. Et ensuite, ils ont atterri devant le chalet de vacances de la famille royale suédoise, toujours à la demande de Béa et du contacté, Sten Lindgren, qui a dit, moi je voudrais que la famille royale les voie. Bon d'accord, Béa a dit, on va venir au-dessus de leur chalet. Et depuis, la famille royale suédoise est pro-extraterrestre. Voilà, il y a des pays comme ça. Bon, c'est des techniques habituelles hein, de téléportation dans les rayons tracteurs, ça. Qui peut arriver à des contactés physiques, qui peut arriver aussi sans que vous vous en souveniez. C'est mon cas. Moi, ça m'est arrivé, mais je n'ai pas les mémoires qui sont restées de ça. Je crois qu'on va arrêter puis on va passer aux questions-réponses. Ah oui, merci. Je pense que tu as besoin de boire. Hein. Un bon petit coup. Voilà. Donc, il y a eu un congrès le mois dernier à Montserrat en Espagne, avec des gens assez importants. Bon, je vais faire un rapport hein, sur Golden Star Fleet Report. Vous le prendrez là. Hein. Voilà, sur YouTube, Golden Star Fleet Report. Je suis en train de travailler sur beaucoup de vidéos pour expliquer tout ça avec beaucoup d'autres choses. Donc, un de ceux qui était important là-dedans. Alors là, je reviens à ça encore. Alors, ils ont amené au Congrès une reproduction hein, de nos fameux ancêtres, enfin de ceux qui nous ont créés, les fameux petits gris, voilà, une trouvaille archéologique importante qui a été faite au Pérou, quelque part, et qui se répand maintenant dans le milieu hispanique, quoi, en espagnol. Bon. La question. Alors ces petits gris, ils étaient pacifiques, ils étaient en dehors de tout Non, principalement, les gris ne sont pas des Pacifiques. ça les pacifiques. Mon ami Virgil Armstrong, ancien CIA, capitaine Air Force, ancien officier d'intelligence à Roswell, a vu les deux. Parce que comme il était officier d'intelligence, chaque fois qu'il y a eu un crash, il y a eu plusieurs crashs à Roswell, enfin dans les environs, et chaque fois, on fait venir tout le monde, y compris l'officier d'intelligence. Donc il l'a vu, quand ils ont essayé d'ouvrir l'OVNI, il a vu les extraterrestres morts, etc. Bon, c'est les gris, les petits réticulums, enfin, toute l'histoire que vous connaissez. Et il a dit, une fois on a eu un crash, on est allé aussi, seulement c'était des étis blancs. C'est-à-dire, ils n'étaient pas gris, ils étaient blancs, ceux-là. Et ceux-là, c'est des bénévoles, mais ils ne viennent pas souvent ici. Ils ont été pris dans une espèce de trou, parce qu'on a fait les expériences atomiques à White Sands, et ils ont tous étouffé hein, au moment du crash, le problème de respiration. Donc il y en a des bénévoles, mais c'est pas eux qu'on voit souvent sur la Terre, ni qui ont fait les deals avec le gouvernement, on est du tout. Alors je vais faire une vidéo sur Corey Goode, C-O-R-E-Y, Goode, G-E-2-O-D-E, Corey Goode. Alors il fait partie des ultras. Je ne vais pas m'allonger sur le sujet, hein. Vous trouverez MK Ultra sur Internet, hein. Vous connaissez, ceux qui connaissent, MK Ultra est très connu. Il y a pas mal de stars qui sont MK Ultra. Hein. Britney Spears et plein d'autres sont des MK Ultra. C'est-à-dire ils ont été
programmé mentalement. C'est le fameux système. Alors lui, il fait partie des Ultras, mais pas de MK, c'est un autre programme qui utilisait des enfants parce qu'ils avaient des capacités, comme des enfants des étoiles, quoi. Donc, quand il était enfant, il a été enlevé de l'école, on l'a emmené chez les militaires, il a été entraîné pour des communications extraterrestres, mais justement avec les pas bons, quoi. Donc, il a participé à ça, il a participé à ce qu'on appelle le programme spatial secret américain. Secret Space Program. Et on l'a utilisé pour des contacts extraterrestres avec des intelligences variées, mais qui ne sont pas bénévoles pour faire tous les deals, l'échange d'armes et tout le bazar. Puis un beau jour, il a quitté. À ce moment-là, il a été contacté par les avians. Les avians, ce sont des êtres qui volent. Je ne sais pas s'il y a des films qui montrent les avions. Ils sont bleus, les avions bleus. Et ils sont bénévoles, ceux-là. Ce sont des extraterrestres qui ont la forme pas d'oiseaux, mais qui ont des corps qui volent. C'est les avions. Alors, corrigo, le plus important de ce qu'il nous a dit, c'est qu'il va y avoir le UFO Disclosure, c'est-à-dire le fameux programme qu'on voit partout sur Internet. On va révéler tout ça. Vous avez sûrement vu ça sur Internet, UFO Disclosure, avec le docteur Stephen Greer. Oui, bien. UFO Disclosure, très bien. Programme très bien. Créé par qui? Rockefeller. Bon. Sponsorisé par qui? Rockefeller. Et où est-ce qu'on a annoncé le UFO Disclosure? Au National Press Club de Washington, D.C., qui n'a rien de public, rien du tout. Ça appartient au Rockefeller. C'est un truc, soi-disant de presse, qui appartient au Rockefeller. Et vous ne pouvez parler que dans le National Press Club de Washington, D.C., que si vous marchez avec les Rockefeller. Voilà. C'est les Illuminati qui ont acheté ce truc. Alors moi, je veux bien le programme UFO Disclosure. En plus, je connais Stephen Greer. Il a été collègue dans le Congrès, je l'ai entendu parler, j'ai vu comment ça fonctionne. Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord, même avec l'idée de base. L'idée de base de demander au gouvernement de révéler la vérité sur les extraterrestres. C'est idiot. Parce que les gouvernements, comment vont-ils dire? Ah, mais absolument, mais oui, mais on allait vous le dire. Ça fait longtemps qu'on est en contact avec eux, parce qu'on travaille avec eux, c'est grâce à eux que vous avez des tas de technologies. Vos ordinateurs, c'est grâce à eux. C'est pas M. Bill Gates. Moi, j'ai habité à Albuquerque. L'histoire est connue à Albuquerque. Bill Gates était étudiant à l'université. J'habitais près de l'université, je le sais. Puis ça circule. Et puis à un moment donné, l'armée est arrivée à l'université, a fait une réunion. Elle a dit, voilà, vous me sélectionnez les plus doués de vos étudiants, au niveau scientifique, informatique, etc. Et l'armée a dit à un certain nombre d'étudiants, bon voilà, on va vous donner du matériel. Bon le voilà. Voilà le matériel, les diagrammes, tout ce qu'on a pu. Alors maintenant, vous allez nous fabriquer quelque chose avec ça. Et dans la semaine qui a suivi, M. Bill Gates a inventé Windows, et au bout de 8 jours, il conduisait une Ferrari dans les rues d'Albuquerque. M. Bill Gates. Technologie venue des vaisseaux, des grilles récupérées à Roswell. Ça, vous savez sur quoi vous travaillez quand vous êtes sur votre ordi. Monsieur, voulez-vous pétillant, monsieur extraterrestre? Du Oui, pétillant ou plaque? Oui, pétillant au début, oui, c'est bien. Pétillant. Alors, Oh, la Sainte je fais Marguerite. des rapports aussi sur d'autres qui étaient là, qui disent la même chose. Michael Salla, probablement connu, Dr Salla, S-A-2-L-A. C'est un Australien qui parle beaucoup, qui révèle beaucoup de choses sur le programme spatial. Et également Laura Eisenhower, ici, qui est l'arrière-petite-fille du général Eisenhower, à qui on a proposé pendant un moment d'aller travailler sur la base de Mars, qui fait partie du programme spatial secret. On a dit, si tu veux, tu quittes la Terre, tu viens travailler sur la base de Mars, avec le programme spatial. Avec Où le nous avons... Ouais, ça va. C'est bon comme ça. Nous avons déjà des dizaines de milliers, des centaines de milliers de travailleurs. Travailleurs forcés, je vois. Et puis voilà, et puis on va sur Mars et sur la Lune, sur nos bases, en 1 heure, ou même maintenant on a de la téléportation, téléporte. Alors Laura Eisenhower a dit,
Non, je ne suis pas d'accord. D'abord, parce que mon grand-père, quand il a quitté la Maison-Blanche, il a fait une déclaration, vous la retrouvez sur Internet, où il a dit « Attention au complexe militaro-industriel, qui veut diriger et faire le nouvel ordre mondial, etc. » Déclaration du général Eisenhower, président. Vous la retrouvez sur Internet. Il a dit « Et puis non, moi je suis spirituel, je ne marche pas avec votre truc. Je suis le contraire, je vais dénoncer tout votre truc. » Et le roi Eisenhower, depuis, dénonce le programme spatial secret américain. Dont les pilotent des ovnis partout dans le monde. Alors, quand on voit des ovnis, ça ne veut pas dire que c'est des extraterrestres, ni des femmes de l'extraterrestre. C'est un peu le problème. Donc, pour finir sur la UFO Disclosure, d'après Corey Goode, il y aurait donc deux factions dans le programme spatial secret en ce moment. Un, l'armée, deux, la marine. La marine et l'armée ne s'aiment pas. Ni en Amérique, ni ailleurs d'ailleurs. En général, c'est deux branches qui ne s'aiment pas. La marine s'occupe de l'intelligence. La marine, dans tous les pays, c'est eux qui sont spécialisés pour les services secrets. Pourquoi? On n'en sait rien. Parce qu'ils sont équipés comme ça, on ne sait pas pourquoi. C'est pas grave. La marine américaine a fait tout le service d'espionnage chez les nazis, et à la suite de ça, a eu des contacts avec les gris, etc. Tandis que l'armée, c'est autre chose. L'armée, c'est la technologie, les armes, etc. Donc, des deux côtés, il y a deux groupes en ce moment qui veulent faire une révélation extraterrestre au monde. Il y a l'armée américaine et la marine américaine. L'armée américaine veut faire la révélation que les extraterrestres existent, que ce sont les gris, que ce sont nos créateurs, que ce sont nos dieux, et que grâce à eux, on va rentrer dans un nouveau système mondial merveilleux, etc., dont vous avez déjà des gadgets.